Ta montre indique qu'il est 18h30 et qu'il est temps de quitter le bureau. Tu as encore 3 rapports inachevés et une recherche à faire. Non, tu feras tout ça demain. Tu rentres donc chez toi en voiture et tu ne passes pas par la salle de sport comme tu l'avais prévu le matin. Non, tu feras ça demain. Tu rentres à la maison, tu sors les épinards du frigo et tu les remets sur l'étagère du haut. Le hamburger congelé va au micro-ondes. Miam! Ouais, tu commences à manger sainement à partir de lundi. Tu te souviens maintenant que tu voulais commencer un cours de dessin en ligne ce soir, mais cela impliquerait de sortir les pinceaux et les aquarelles et de monter le chevalet. Ouais, ça peut attendre. Ensuite, tu attrapes la télécommande qui est toujours à tes côtés et tu allumes la télévision. Il y a une émission bizarre. L'animateur dit que ta vie est sur le point de changer pour de bon. Tu peux devenir la personne la plus productive du monde en un seul clic. Tu te sens plutôt sceptique à propos de ce genre de choses, tu ne croyais même pas qu'un robot aspirateur pouvait exister. Tu décides donc d'aller te coucher, Il est temps d'éteindre la télé. Oups, ton doigt a glissé et tu as appuyé sur le bouton « Change ta vie pour de bon ». Le lendemain matin, tu te réveilles avec une soudaine envie d'aller travailler le plus vite possible. Dès que tu arrives là-bas, tu effectues de gros changements. Tu désactives toutes les notifications de tes applications de réseaux sociaux et tu déplaces leurs icônes dans un dossier à l'onglet le plus éloigné possible. Cela te prend environ 20 secondes. Ensuite, tu supprimes ton courriel perso des signets de ton ordi portable, tous ces sites chronophages quittent également tes favoris. Cela a également duré environ 20 secondes. Tu es motivé à travailler comme jamais auparavant. Un de tes collègues remarque ces changements et te demande si tu as finalement décidé de suivre la règle des 20 secondes. Elle explique que la paresse est dans la nature humaine. Ton cerveau a des paramètres par défaut, tout comme ton téléphone. L'un d'eux est de suivre la voie du moindre. L'un d'eux est nouvelle et que tu peux reprogrammer ton cerveau et troquer ses paramètres par défaut pour de nouveaux. Dans la plupart des cas, cela ne prend que 20 secondes. Ta tâche consiste à créer autant d'obstacles que possible sur le chemin des choses qui t'empêchent d'être productif. Si tu dois te connecter à ton compte personnel et taper le mot de passe à chaque fois, tu ne le feras pas à chaque minute pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Lorsque tu te débarrasses de la malbouffe à la maison, tu dois aller au magasin pour l'acheter. Après quelques trajets, tu ne seras plus aussi enthousiaste. Lorsque ta télécommande se trouve dans le tiroir à l'opposé de la pièce et que les piles sont dans la cuisine, tu n'auras aucune envie de te lever et de faire tout le trajet pour regarder la télévision. Pour les choses productives, la partie la plus difficile est généralement la première étape. Plus tu as besoin d'énergie d'activation pour commencer quelque chose, moins tu as de chances de le faire. Tu dois donc t'efforcer de rendre le fait d'être plus productif plus facile que de procrastiner. Lorsque tu réorganises ton écran d'accueil et que tu mets tes fichiers et dossiers de travail à portée de clic, tu as plus de chances de faire ce clic. Si tu t'approvisionnes en aliments sains et que tu n'as pas d'alternative à la malbouffe à la maison, tu mangeras sainement. Tu peux préparer des repas pendant le week-end et les réchauffer quand tu en as besoin. Si tu sors les pinceaux et les aquarelles et que tu installes le chevalet une fois, tu commenceras à les utiliser. La télécommande qui t'en empêchait autrefois est maintenant loin. Dans certains cas, cela peut prendre plus de 20 secondes, mais tout le temps que tu passes à appliquer cette méthode te fait gagner des heures de productivité. Chaque fois que tu fais les choses différemment, ton cerveau rend ce nouveau comportement de plus en plus automatique. Tu peux penser à une nouvelle liste de tâches de 20 secondes chaque jour avant de te coucher. Soudain, tu as l'impression qu'il te suffit de parler aux gens du service marketing. Ce sont eux qui travaillent le plus dur au bureau, ceux qui vivent au travail. Tu regardes en ligne et tu découvres que c'est là une autre habitude des personnes motivées. Elles traînent avec d'autres personnes tout aussi motivées. Cette motivation et cet état d'esprit sont contagieux. Lorsque tu t'entoures de personnes qui ont des exigences plus élevées que toi, tu élèves tes propres attentes et ne cesses de grandir. À mesure que tu améliores tes compétences, ta productivité augmente aussi. C'est comme mettre à jour le logiciel de ton ordinateur portable. Plus il est performant, plus il est productif. Tu seras en mesure d'effectuer les mêmes tâches beaucoup mieux et en moins de temps. Tu remarques beaucoup de plantes en pot et quelques peintures vertes dans chaque bureau du service marketing. Ils expliquent que la couleur verte active les zones de créativité et de motivation dans ton cerveau. C'est pourquoi ils ajoutent des filtres verts aux vidéos qu'ils regardent pour le travail et vont souvent déjeuner dehors pour voir encore plus de vert.
Hey, c'est l'heure du déjeuner. Comme tous les gens motivés, tu manges beaucoup de thon. C'est blindé de vitamine B6 et cela te rend plus heureux. Le thon permet également de réduire l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité, lesquels n'aident pas tellement à être productif. L'aubergine se marie bien avec ton plat principal. Elle possède un composant qui maintient tes cellules cérébrales actives afin que tu puisses toujours être au top. Les épinards et autres légumes à feuilles vertes t'aident à apprendre plus vite. C'est pourquoi ils sont aussi dans ton assiette. Tu as du yaourt grec avec des myrtilles et des noix de pécan pour le dessert. Ce cocktail de nutriments t'aide à rester concentré, heureux et à travailler plus dur. Une tasse de thé vert est un moyen parfait de compléter le tout. Les catéchines qu'il contient t'aident à te détendre mentalement, à te concentrer et à améliorer ta mémoire. Tu retournes à ton bureau et tu commences à le réorganiser. Tu attribues des codes couleurs à tous tes rapports et tous tes dossiers, puis tu les ranges de façon parfaitement organisée. Les stylos et autres fournitures finissent également dans un pot. Lorsque tu n'as pas à te soucier de perdre et de retrouver des objets, toute l'énergie économisée est utilisée pour le travail. Enfin, tu te débarrasses de tout ce désordre sur ton bureau. C'est une grosse source de distraction et un frein à ta productivité. Tu t'assois et écoutes ta nouvelle chanson de motivation dans tes écouteurs. La musique affecte ton cerveau et déclenche des réactions physiques. Certains de ses composants, comme une basse lourde ou un solo de guitare intense, te font te sentir plus impliqué et te donnent un sentiment de puissance. Tu as encore de nombreuses tâches à accomplir pour la journée. Tu décides de les programmer, comme le font tous les gens productifs. Les délais sont les meilleurs facteurs de motivation. Même si ton patron ne t'en a pas donné, tu peux l'inventer toi-même. Tu crées un créneau horaire pour chaque tâche que tu dois effectuer et tu l'inscris dans un tableau. Tu te donnes 3 heures pour le rapport et tu ne t'adonnes pas à d'autres tâches pendant ce temps. Il s'agit d'une échéance difficile mais réaliste. Les respecter une par une est super satisfaisant. Tu en as vraiment marre d'oublier les anniversaires de tes amis et de passer 2 heures à apprendre par cœur 2 lignes d'une présentation de travail ? Sors des baguettes ou, encore mieux, demande des conseils sur comment améliorer ta mémoire à Elon Musk. Comment ? Tu n'as pas son numéro ? T'inquiète, on s'en occupe. En 2001, Elon Musk a appelé Jim Cantrell, ingénieur mécanique qui travaillait pour l'Agence spatiale française. Musk voulait savoir s'il était possible d'envoyer un vaisseau sur Mars. Il voulait construire ses fusées et a donc emprunté des livres sur le sujet à Cantrell. Peu de temps après, il a rendu les livres et a commencé à parler de fusées, de physique et de mécanique spatiale avec le chercheur. Cantrell était épaté. Toi aussi, tu veux devenir ingénieur aérospatial en un rien de temps ? Écoute bien alors. En résumant ces interviews, on découvre qu'Elon Musk suit 2 règles d'apprentissage. Tout d'abord, il faut être sûr de cultiver son propre arbre de connaissances. Si tu veux dépasser tes limites, commence donc par le tronc et les grosses branches. Et une fois que c'est fait, passe aux feuilles. C'est là que tu te dis « Mais de quoi il parle ?» Imaginons que tu étudies une nouvelle langue. Avant de mémoriser des mots singulièrement, tu devrais commencer par des règles générales. Quand tu apprends et mémorises ces règles, tu construis un tronc de connaissances solide. Ça fonctionne pour tout. De la physique aux tendances sur TikTok. La deuxième règle, c'est que tu ne mémorises pas ce que tu ne peux pas mettre en lien. Elon Musk n'apprend rien au hasard. Il met en lien toutes les nouvelles informations avec les bases plus approfondies et solides qu'il possède déjà. Donc, au lieu de capter des bribes de notions et de les jeter dans un feu qui va se consumer tôt ou tard, tu dois comprendre comment connecter les feuilles et les branches de tes arbres de la connaissance pour les faire fleurir. Pour faire en sorte que tes arbres poussent, tu dois t'entourer de personnes qui sont les meilleures dans leur domaine. Tu ne peux pas inviter les meilleurs cerveaux du monde pour un barbecue ? Essaye de les rendre au moins virtuellement présents dans ta vie. Regarde leurs interviews, écoute des podcasts et lis le plus possible. Musk recommande des livres sur les génies de l'histoire, mais de s'adonner au plus de lectures possible en général. Quand il avait 9 ans, il s'est lancé dans la lecture de toute l'encyclopédie Britannica. Puis, il est passé aux livres de science-fiction. Il lisait environ 10 heures par jour. Si lire n'est pas ta tasse de thé, je pourrais te suggérer de serrer les poings, ou d'autres idées peu conventionnelles pour booster ta matière grise.
99% de la population mondiale utilise sa main dominante. Tu utilises quelle main, toi, d'ailleurs? Oui, celle que tu utilises pour écrire, pour manger ta soupe, pour peindre, etc. Essaye de passer à ton autre main de temps en temps pour entraîner tes connexions neuronales. Ton cerveau et ta mémoire en seront d'autant plus efficaces. Utilise ton autre main pour te brosser les dents, pour nettoyer ou pour faire la vaisselle. Ça paraît compliqué les premières fois, mais c'est parfait pour pousser le cerveau à s'adapter. Répète cet exercice régulièrement. Ah oui, sauf quand tu conduis. Zumba, salsa, jazz, hip-hop, danse le plus souvent possible. Inscris-toi à des cours ou regarde des tutos des pas de danse que tu as toujours trouvé cool. Quand tu apprends des nouveaux pas, tu stimules ta mémoire et tes capacités de traitement de l'information. Essaye d'utiliser tous tes sens au quotidien. Va au marché, voyage, fais du jardinage, fais des cookies, prends des notes en réunion ou teste un nouveau resto. Dans tout ce que tu fais, concentre-toi quand tu touches, goûtes, sens, entends et vois les choses. Plus tu utilises tes 5 sens, même pendant que tu fais des choses banales, plus ton cerveau devra s'activer pour créer des souvenirs. Casse la routine. Prends une route différente pour aller au travail. Déplace ton calendrier de l'autre côté du bureau ou goûte un café différent. Fais attention aux détails. Est-ce que tu sais combien d'assiettes il y a maintenant dans ton placard de cuisine? Compte-les ou compte le nombre de marches que tu fais chaque jour. Essaye aussi de prendre une douche les yeux fermés. Si tu fais des choses en utilisant le sens du toucher, ça va solliciter ton cerveau et c'est un bon exercice. Tu attends encore l'histoire sur les poings serrés, n'est-ce pas? En 2013, les psychologues de Montclair State University ont mené une étude et ils ont démontré que le fait de serrer le poing pendant 90 secondes facilitait la formation des souvenirs. Si tu fais pareil avec ta main gauche, tu peux stimuler les procédés mnémotechniques. Ils ont demandé à 50 adultes de mémoriser une longue liste de mots. Ceux qui ont serré les poings se souvenaient de plus de mots. Incroyable mais vrai. Les chercheurs pensent que le fait de serrer le poing stimule la zone du cerveau responsable des procédés de mémorisation. Est-ce que tu te rappelles du nom de cette fille que tu as rencontrée à l'anniversaire de ton ami? Ou le nom de ce gentil mécanicien qui a réparé ta voiture? Tu te rappelles probablement du visage, mais pas du nom. Le nom n'en dit pas trop sur la personne. Si tu veux encore faire travailler ton cerveau et faire l'effort de te souvenir de ces informations, répète-les à haute voix. Répète tout ce que tu viens de penser, de lire ou d'entendre à voix haute. C'est une façon de renforcer ta mémoire. Lis à haute voix. Repense à ce que tu as lu de temps en temps, une fois toutes les quelques heures, une fois par jour. C'est comme ça que tu maîtriseras des connaissances complexes ainsi que des compétences. Construis ton propre palais mental. Remets de l'ordre dans tes souvenirs. C'est une autre technique de mémorisation. Choisis un endroit que tu connais vraiment bien, ta ville d'origine, ton école ou ton armoire. Dans l'idéal, il faut choisir un endroit grand avec beaucoup de détails. Disons chez toi. Maintenant, imagine que tu dois traverser cet endroit. Tu entres par l'entrée. Qu'est-ce que tu vois après? Ta cuisine? Ok. Choisis maintenant l'endroit où tu veux stocker les informations que tu veux mémoriser. Chaque endroit doit être unique. Tu peux choisir une pièce ou un objet dans cette même pièce. Prends une feuille et dessine ton palais avec tous les détails. Une fois que c'est fait, ferme les yeux et essaye de visualiser ton dessin. Ouvre les yeux et compare ton dessin avec ton image mentale. Entraîne-toi jusqu'à ce que les deux images correspondent parfaitement. Divise l'information que tu veux mémoriser en plusieurs parties et éparpille-les dans ton palais. Si tu dois apprendre un discours par cœur, place la première phrase sur le paillasson et les phrases suivantes dans le reste de la maison. Invente ton propre système de codage. Utilise plus que des chiffres et des mots. La première chose que l'on peut deviner sur une personne vient de sa façon de marcher. Ceux qui avancent rapidement et avec assurance, en gardant la tête bien droite, sont concentrés et savent résoudre les problèmes. Si une personne marche la tête haute, les épaules en arrière et la poitrine en avant, elle est sociable. Ces individus aiment passer du temps avec les autres et apprécient qu'on les aime. Ils s'ennuient aussi facilement et aiment les défis. Si une personne marche à un rythme normal et semble détendue, alors elle est, détendue. Elle est calme et a tendance à se concentrer sur les autres plutôt que sur elle-même. Elle est aussi facilement influençable. Ceux qui marchent à un rythme normal, mais à grandes enjambées, sont très sociables et savent écouter les autres. Ils sont loyaux et un peu dépendants des autres. Les gens qui marchent lentement et gardent la tête baissée sont probablement introvertis et timides.
S'ils croisent les bras, ils sont vraisemblablement vulnérables et aiment une certaine solitude. Et maintenant, voici un truc utile à savoir. Si tu veux paraître confiant lorsque tu te rends quelque part, surtout s'il s'agit d'une réunion d'affaires importante, sois toujours attentif à ton langage corporel. Pour ne jamais oublier de faire attention, tu peux utiliser la technique du seuil de porte. Pour ce faire, choisis un support, par exemple une porte, comme point d'ancrage. Chaque fois que tu franchis une porte, aie le réflexe de penser à ton comportement et à ce qu'il indique. Fais aussi bien attention à bien marcher droit, à garder la tête haute et à d'autres petits détails importants. Fais-le à chaque fois que tu passes une porte. Plus tard, cette habitude deviendra un réflexe pour toi, une porte et hop, tu corrigeras automatiquement ta posture chaque fois que tu la franchiras. Ok, continuons avec les petites astuces. Observe bien la façon dont les gens sont habillés. Il est peu probable que tu portes quelque chose qui ne te ressemble pas et les autres sont comme toi. Les personnes qui s'habillent de façon décontractée sont faciles à vivre, apprécient le confort et aiment être elles-mêmes sans avoir besoin d'en jeter plein les yeux pour impressionner les autres. Ceux qui portent des vêtements aux motifs colorés sont créatifs et aiment s'exprimer à travers leurs vêtements. Et ceux qui portent des vêtements de marque affichant des logos visibles aiment se la jouer et montrer leur statut social et économique. Ceux qui arborent leurs uniformes de travail sont des accros au boulot, qui se valorisent surtout par leur fonction et leur réalisation dans la sphère publique. Les gens qui ont un style élégant et portent des vêtements classiques sont sophistiqués et sûrs d'eux. Ceux qui arborent des vêtements de sport ont confiance en eux. Les adeptes de tenues passe-partout sont un peu renfermés et n'aiment pas attirer l'attention sur eux, préférant rester dans l'ombre. Même le choix des chaussures peut être révélateur de la personnalité d'un individu. Dans le cadre d'une étude, des photos de bottes ont été montrées à des volontaires. Ils devaient décrire la personnalité du propriétaire de la paire de chaussures. Étonnamment, les descriptions étaient assez justes et précises. Ainsi, les personnes qui portent des chaussures confortables sont agréables. Les personnes dont les chaussures sont neuves ou en parfait état sont nerveuses et angoissées. Les amateurs de bottines sont envahissants. Si une personne a un sac, fais aussi attention à la façon dont elle le porte. S'il est devant son corps, gardé tout près d'elle, il s'agit d'une personne prudente et timide. Passons maintenant à la poignée de main. Il ne s'agit pas seulement d'un rituel social, mais aussi d'un moyen de se faire une première impression sur son interlocuteur. On parle de poignée de main dominante lorsqu'une personne place sa main au-dessus de la tienne, la paume vers le bas. C'est une personne dominatrice qui essaie de montrer qui est le patron. Elle aime prendre le contrôle des autres, ne tient pas compte de l'opinion d'autrui et peut même parfois se montrer un peu arrogante. Une poignée de main soumise est la position inverse, lorsque la paume de la personne est tournée vers le haut et que sa main est couverte par la tienne. Cela signifie que la personne manque de confiance en elle et que tu peux facilement la dominer si tu le souhaites. Un autre cas de figure est une poignée de main molle lorsqu'une personne ne serre pas vraiment la main de son interlocuteur. La poignée est désincarnée et on dirait que c'est seulement toi qui la donnes. Ce type de poignée de main est synonyme de faiblesse et d'indifférence. Il existe également la poignée de main à deux mains. C'est lorsqu'une personne te serre avec ses deux mains en plaçant généralement la seconde sur le dos de la main de l'autre. Ce type de poignée indique que l'autre accepte la domination de son compagnon, mais l'invite néanmoins à discuter. Elle est typique des personnes honnêtes et ouvertes, qui aiment parler franchement des choses et avoir une réelle conversation. Cependant, si la seconde main est placée non pas sur le dos de celle de son partenaire, mais sur le dessus, c'est une façon de se défendre et cela révèle un manque de confiance. Une autre façon d'utiliser son autre main est de toucher son interlocuteur, dans le dos, sur l'avant-bras ou une autre partie de ton corps. Cela montre que cette personne a besoin de compagnie et souffre d'un manque de communication dans sa vie. Passons maintenant au contact visuel. Lorsque tu parles à ton interlocuteur, fais attention à ses yeux. Les personnes qui maintiennent un contact visuel sont ouvertes. Elles sont intéressées par ce que tu dis et te prêtent vraiment attention. Ceux qui regardent constamment ailleurs sont plutôt nerveux et mal à l'aise. Ou ils sont tout simplement timides. Les personnes timides ne peuvent pas garder le contact visuel longtemps, car elles le considèrent comme envahissant. Si la personne cligne beaucoup des yeux, cela signifie qu'elle est stressée. Et si ses yeux sont plissés, elle se méfie de toi et ne te fait pas vraiment confiance. Fais attention à la façon dont ton compagnon traite les employés qui travaillent dans le secteur des services, comme les restaurants, les hôtels, les magasins et les services alimentaires. Le personnel de service doit être gentil avec le client, mais le client n'est pas obligé de lui retourner l'appareil. Globalement, c'est le client qui est en position de force. Donc, fais bien attention à la façon dont il se comporte lorsqu'il a ce pouvoir.
Est-ce qu'il est gentil et poli ou est-ce qu'il préfère traiter mal les gens quand il n'a pas l'obligation d'être aimable? Le pouvoir révèle la véritable personnalité des gens. Si une personne semble être gentille avec toi, mais qu'elle est désagréable avec un serveur dans un restaurant, ce n'est pas quelqu'un à qui l'on peut faire confiance. De manière générale, la politesse est également un bon indicateur de la personnalité des gens. Oui, si quelqu'un maîtrise et utilise des mots comme « s'il vous plaît » et « merci », alors il s'agit probablement de quelqu'un de bien, attentionné et empathique, qui respecte les autres.